Alors bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de voir une salle comble comme cela. Ça fait très plaisir. Alors j'espère que vous allez vous détendre, hein, que vous n'êtes pas là pour vous stresser, que c'est pas. Et donc les dernières personnes arrivent, donc je vais juste en profiter avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous parler de deux événements donc de vulgarisation scientifique, événements grand public. Je suis responsable des Neurostories, qui est maintenant un événement annuel à Marseille. Donc retenez, ça sera le 25 janvier sur la Canebière. Vous pouvez vous inscrire donc avec ce QR code. Si vous souhaitez y assister en présentiel, je vous invite à le faire rapidement, parce qu'on a un amphi de 370 places, mais il reste moins de 100 places actuellement. Donc on est très content. Et également, vous pourrez le suivre en live derrière votre écran, dans votre salon. Mais néanmoins, il faut quand même s'inscrire pour pouvoir recevoir le lien. Donc, très rapidement, c'est un stand-up de différents chercheurs qui ont scénarisé, donc sont aidés par un coach pour donc mettre en scène leurs recherches et au-delà. Cette année, ça sera sur le thème du cerveau, un chantier permanent. Alors, juste pour vous dire que la semaine du cerveau existe, qu'elle a lieu la 3e semaine de mars. Pour ceux qui ne savent pas, là aussi, je fais partie du comité d'organisation et j'aurai la chance de venir faire une conférence juste avant cette semaine du cerveau pour vous présenter le programme pour ceux qui y assisteront. Et puis, un petit coup de pub personnel, je viens d'écrire un ouvrage sur la science de l'amour. Je suis neuroendocrinologue et travaille depuis de nombreuses années sur l'ocytocine, hormone que vous connaissez peut-être et qui est très en lien donc avec les sentiments, avec l'attachement, avec donc la romance. Et voilà, il sera disponible à partir du 14 janvier. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du stress, des émotions, de la santé, et essayer de décoder les liens entre donc, ces différents aspects physiologiques, cérébraux et nos ressentis. Si on commence un petit peu par du vocabulaire, en fait, le stress, c'est un terme qui est identique dans à peu près toutes les langues. C'est issu de la métallurgie en fait, parce que c'était la pression sur le métal qui était exercée sur le métal. Et Larousse, donc dans le dictionnaire, on trouve la définition du stress comme étant un état réactionnel de l'organisme qui est soumis à une agression brusque. Si on prend la définition de l'OMS, on est un petit peu plus précis et il est donc défini comme apparaissant chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont posées. On va revoir tout ça, on pourra reprendre, on va développer, et il faut distinguer deux choses. D'une part le stresseur et d'autre part le stress. On n'a qu'un mot en français. Les anglo-saxons en utilisent plusieurs. Et le stresseur, c'est ce qui va venir menacer l'équilibre physique ou psychique d'un sujet. Donc c'est l'événement, qu'il soit extérieur ou intérieur, alors que le stress, c'est ce que ça va venir induire chez le sujet en lui-même. Alors les stress peuvent être physiques, psychosociaux. J'en ai listé quelques-uns, la liste pourrait être beaucoup plus longue. En tant que stress physique, la chaleur, le froid, la brûlure, l'humidité, la douleur, l'hydratation, la pollution et bien d'autres. Et puis également des stress psychosociaux tels que un congénère agressif. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples d'expériences réalisées donc chez le petit animal de laboratoire. Et vous verrez que d'être en présence d'un congénère agressif ou quand on vient changer les animaux d'environnement régulièrement ou qu'on les soumet à certaines contraintes, eh bien, ça va être générateur de stress. Mais tout cela,
pour l'humain, ça peut aussi s'appliquer, bien sûr, et également quand on a un faible support social ou autre. Alors, le premier à utiliser le mot du stress est Hans Selye, qui est en fait le père de la psychoneuroendocrinologie, qui est une discipline qui a émergé beaucoup plus récemment que 1936, mais c'est maintenant, on peut le définir comme le père de cette discipline. Et il a donc édicté, entre guillemets, le syndrome général d'adaptation. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, pour lui, la réaction de stress, ça va être l'ensemble des réponses de l'organisme à une situation de l'environnement, à une sollicitation de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Il n'y a pas de Larsen, là ? Non ? C'est donc l'ensemble de symptômes non spécifiques qui vont se manifester quel que soit l'agent stresseur et qui viennent s'ajouter en fait aux symptômes spécifiques, c'est-à-dire l'infection par exemple, le traumatisme ou autre. Donc ça va concerner pour lui l'ensemble des organes, d'où le nom de non spécifique, d'où le mot général. Alors ça a donné naissance à ce que peut-être vous connaissez qui est fuir ou combattre. C'est un petit peu devant une situation de stress, la réaction face à un danger va être tout un tas de mécanismes qui vont venir se mettre en route et qui vont pouvoir en fait permettre de réagir, soit si on a les ressources en combattre, soit telle la gazelle devant le lion, fuir. Ça siffle, hein ? Baisser un peu. Donc c'est ce qu'on appelle fight or flight, et donc se battre ou fuir. Et il y a aussi une troisième état qui est quelquefois observable dans un état de stress, c'est freeze. Freeze, c'est un peu la sidération, c'est-à-dire il n'y a aucune réaction, on est complètement un peu sidéré. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le F cube, fight, flight or freeze. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre organisme ? Donc Hans Selye, dont je vous parlais, avait commencé déjà à décrypter ces différents mécanismes physiologiques. En fait, il va y avoir une première phase dans un état de stress qui va être une phase d'alarme. Alors là, vous allez tous reconnaître le mot, l'appellation du neurotransmetteur essentiellement à l'action. Donc dans ce cas, c'est l'adrénaline. Vous avez tous déjà dit, oh là, j'ai été face à cette situation, il a failli me faire écraser, là, ce matin, ça m'a donné, j'ai fait un pic d'adrénaline. Eh bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous allez avoir donc la libération d'adrénaline et d'une autre molécule très proche de l'adrénaline que l'on nomme la noradrénaline. Elle va pouvoir être produite et libérée par le système nerveux périphérique qui s'appelle le système nerveux sympathique, et également elle va pouvoir être produite par un organe qui est donc les surrénales, nous en avons deux, et en particulier donc la médullosurrénale. Donc cette médullosurrénale, ici en gris clair, produit de l'adrénaline et de la noradrénaline, et ces petites glandes donc sont situées juste au-dessus du rein, d'où leur nom. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre organisme ? On va avoir le cœur qui va battre plus vite, donc une circulation, une augmentation du rythme cardiovasculaire, une augmentation aussi du rythme respiratoire, une vasoconstriction des vaisseaux. C'est-à-dire que si vous faites passer un liquide dans un tuyau, que ce tuyau se réduit, le débit va être plus fort.
Eh bien là, c'est ce qui se passe pour que tous nos organes soient bien oxygénés et nourris, puisque la circulation sanguine, c'est ce qu'elle va venir apporter, en particulier au niveau des muscles. Autre réponse au stress, un petit peu plus tardive, qui va cette fois, elle, intervenir pendant la phase de résistance, c'est souvent ce qu'on appelle l'axe du stress. Qu'est-ce que c'est l'axe du stress? Ça va être, hop ici, ça va commencer donc quand le stress est subi. Il va y avoir un certain nombre de structures cérébrales qui vont s'activer et qui vont venir déclencher au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus est une petite structure du cerveau qui est assez profonde, la libération donc d'une neurohormone qu'on appelle le CRH, corticotropine releasing hormone, hormone libérant la corticotropine. Ça vient agir sur l'hypophyse et cette hypophyse libère de l'ACTH, l'hormone adrénocorticotrope, peu importe son nom. Ce qui est important, ça va être sa cible, toujours les surrénales, mais cette fois l'écorce, d'où le nom cortico-surrénale, c'est-à-dire la partie périphérique de cette glande. Et là est libérée une hormone dont vous connaissez le nom, qui est le cortisol. Des effets sur l'organisme qui vont être complémentaires, identiques pour certains, complémentaires pour d'autres. Donc pareil, le métabolisme est augmenté pour produire plus d'énergie. La glycémie, le taux de sucre dans le sang, augmenté aussi pour venir apporter de l'énergie aux organes qui en ont besoin. Et également affaiblissement du système immunitaire. Inhibition des fonctions qui sont coûteuses en énergie. Ça veut dire la digestion, ça veut dire la croissance, la reproduction. Alors, est-ce que c'est important ça? Quand on est dans un état de stress aigu, c'est-à-dire face à une réaction, face à un événement donné, il faut choisir les priorités. On en reparlera quand on sera par contre dans un stress qui va durer. Mais ces fonctions-là qui ne sont pas prioritaires pour une réaction à un stress aigu, elles vont continuer un peu à souffrir parce que ce sera les mêmes circuits hormonaux qui vont continuer à être activés. On en reparlera. Alors, on peut définir le bon stress comme une augmentation de cortisol dans le sang, puis il va y avoir une récupération une fois que l'événement stressant est passé, c'est-à-dire que ce cortisol, il va tranquillement revenir à son niveau de base. Comment ça se passe ici, cette phase de récupération? Eh bien, c'est un système endocrine, et pour tout système endocrine, comment se fait la régulation? Eh bien, c'est l'hormone qui va avoir le pouvoir d'inhiber l'élément déclencheur de sa libération. Donc, c'est-à-dire que le cortisol vient, vous voyez ici ma flèche rouge, exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. Vous vous souvenez, cette structure-là qui déclenche l'activation de cet axe du stress, eh bien, le cortisol lui-même va avoir cette capacité à ensuite diminuer son activité. Alors, ce rétrocontrôle du cortisol se fait sur tout le cerveau aussi. Je n'ai pas parlé d'autres structures ici qui étaient notées sur mon schéma. Je suis tout de suite venue à l'hypothalamus, mais vous verrez qu'on reparlera de l'hippocampe, qui est une structure très impliquée dans tout ce qui est apprentissage, mémorisation, et puis aussi une autre structure cérébrale très proche de l'hippocampe, qui s'appelle l'amygdale, et qui va être, on l'appelait au départ quand elle a été découverte, le centre de la peur. Pourquoi? Parce que c'est une petite structure qui vraiment s'active très fortement face à une émotion telle que la peur.
En fait, maintenant, on sait que elle est impliquée dans un grand nombre d'émotions et pas uniquement dans la peur. Donc, cette phase de résistance, quand ce rétrocontrôle négatif du cortisol fonctionne, tout va bien. Sauf que il va y avoir, quand le stress dure et perdure, une annulation, une saturation de cortisol dans le cerveau, et donc ce rétrocontrôle ne va plus fonctionner. Il ne va plus être capable d'agir. Qu'est-ce que ça donne dans ce cas-là? Vous vous souvenez sur mon graphique où je vous montre le niveau de cortisol sanguin, il y avait la récupération, et bien là on n'a plus de récupération, c'est-à-dire que le cortisol va être élevé pendant une longue période. Il va y avoir ce qu'on appelle une hyperactivité de l'axe corticotrope et une absence de récupération. Alors le syndrome général d'adaptation de Hans-Selye, eh bien c'est ça, c'est 3 phases. La phase d'alarme avec la mobilisation des ressources, le système nerveux sympathique, donc l'adrénaline, la phase de résistance, cortisol, axe corticotrope, et la phase d'épuisement, c'est-à-dire hyperactivation de cet axe corticotrope et qui va conduire à un certain nombre de dysfonctionnements, voire de maladies. Alors ici, vous avez sur ce graphe ces 3 phases, phase d'alarme en rouge, phase de résistance en jaune et d'épuisement en bleu. Et si on vient regarder ici les performances ou la résistance au stress, dans cette phase d'alarme, on a des performances qui peuvent être quelquefois assez peu élevées, en tout cas basales, on va dire. Puis ces performances-là, elles vont augmenter. Il y a le bon stress, hein, je n'ai pas encore prononcé ce mot, mais le stress est bon pour venir activer tout un tas de fonctions, telles que par exemple la concentration, la vigilance, le fait de savoir focaliser sur quelque chose. Tout ça, ça va permettre d'augmenter un certain nombre de performances. Ça va permettre aussi de résister au stress, mais quand cela dure trop, eh bien, que ce soit la résistance au stress, eh bien, elle s'affaiblit, et les performances aussi, on verra quelques exemples tout à l'heure. Alors, est-ce que pour autant on peut résumer le stress à ce syndrome général d'adaptation? Vous avez vu, pour Hans-Selye, ce qui est associé au stress, c'est surtout des stresseurs physiques, des réponses physiologiques. Ça n'intègre pas du tout la dimension émotionnelle de l'individu, et en particulier des choses comme la nouveauté, l'incertitude, le fait de ne pas pouvoir prédire un événement. On a tous déjà, je pense, vécu le fait qu'un même événement, selon votre forme, va pas vous impacter de la même façon. Vous avez un petit accrochage en voiture, vous êtes en train de partir en vacances, ou vous avez bientôt les vacances, vous avez des choses, vos enfants ont réussi leurs examens, bon bah zut, alors bon allez, on va gérer. Et puis d'autres fois, vous avez plein de problèmes personnels, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit... Et puis il arrive cet accrochage, et là c'est le drame, quoi. On se met à pleurer, on se dit mais non, mais c'est pas possible, il n'y a rien qui va, etc. Donc ce côté psychologique, cette dimension émotionnelle va être importante, et il va y avoir une forte variation entre les individus dans cette façon de gérer le stress, de l'interpréter, et ça ne va pas être le stresseur qui cause systématiquement les réponses de stress, mais la perception que l'on va avoir de ce stresseur. Et aussi la conscience de la présence du stresseur. Par exemple, j'ai pris un exemple tout simple chez le singe. Si vous venez donc appliquer un stresseur thermique, c'est-à-dire augmenter la température,
de façon lente et progressive, le singe, ça ne va pas lui poser de soucis. Et il ne va pas y avoir donc d'activation de cet axe corticotrope. Si maintenant vous faites le même changement de température, mais d'un coup, au lieu d'y aller graduellement, son axe corticotrope va s'activer et être sollicité. Donc ce n'est pas l'intensité du stresseur qui va être déterminante, mais la façon dont il est perçu par le sujet. Et là, c'est deux neuroscientifiques, neuropsychologues, qui sont Lazarus et Folkman, qui ont développé le modèle transactionnel du stress et qui définissent ça comme une transaction entre l'individu et l'environnement dans laquelle la situation va être évaluée comme débordant les ressources d'un individu et pouvant mettre en danger son bien-être. Donc c'est différent puisque ces efforts cognitifs et comportementaux, vous avez vu avec Anseli, on parlait beaucoup de la physiologie et pas de ce qui pouvait se passer au niveau cognitif, au niveau comportemental. Et donc Folkman définit en 1997 ces efforts cognitifs et comportementaux d'un individu face à une situation particulière pour gérer les demandes internes ou externes qui sont perçues comme menaçantes et qui sont évaluées comme dépassant ses ressources. C'est ce que montre un petit peu ici ce diagramme. Vous êtes face à un stresseur. On l'a dit tout à l'heure, selon les individus, selon dans quel état d'humeur ou de santé on se trouve, soit on va percevoir une menace, soit il n'y a pas de menace perçue. S'il n'y a pas de menace perçue, absence de stress, c'est évident. S'il y a la perception d'une menace, après cette évaluation primaire, une évaluation secondaire va être réalisée, c'est OK, il y a une menace. Est-ce que je suis capable d'y faire face? Est-ce que j'ai les ressources? Ou est-ce que je suis incapable d'y faire face? Là aussi, si l'individu ressent la capacité de réagir, il y aura absence de stress. Par contre, il y aura une incapacité. S'il y a incapacité à faire face, bien sûr, le stress se développera. Donc l'évaluation primaire, elle est centrée sur le problème, alors que l'évaluation secondaire va être plus centrée sur la personne. L'enjeu, donc, est-ce qu'il y a une menace ou est-ce qu'il n'y a pas de menace? Il peut être de trois types. Ça va être trois types d'évaluation de cet enjeu. Y a-t-il une menace ou pas? Est-ce que je peux avoir un préjudice? Est-ce qu'il peut y avoir une perte de quelque chose face à cette situation? Ou est-ce que c'est un défi? Est-ce que c'est quelque chose donc, que je peux mettre au défi de surmonter? Alors cette adaptation, en anglais on appelle ça le coping, et cette capacité donc de développer des efforts cognitifs et comportementaux qui vont être destinés à maîtriser, à réduire ou à tolérer ces exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent donc les ressources de l'individu. Donc dans ce cas, le stress, c'est vraiment comment nous nous adaptons, quelles stratégies nous mettons en œuvre, c'est-à-dire quelles actions comportementales donc, et aussi quelles pensées cognitivement, qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, rapidement, le coping, quand il est centré sur le problème, ça va être prendre du recul, donc essayons de reconsidérer la situation, dédramatiser, voir un peu le côté positif de cette situation qui, à la base, là, comme ça, paraît être négative. Donc réévaluation, se confronter aussi. Ok, j'y vais, il y a ce problème-là, mais je vais venir l'affronter. Ce coping, donc cette adaptation, peut être aussi centrée sur l'émotion. Soit on va les exprimer, et on sait que déjà exprimer ses émotions va pouvoir soulager, ou au contraire, on va faire une sorte d'étouffement. Ça arrive aussi un autocontrôle émotionnel où le sujet va garder pour lui ses émotions. Il va y avoir aussi donc quelquefois la fuite ou l'évitement. Ça peut être une fuite dans le sommeil. Souvent, on considère que quand on est stressé, on a un sommeil qui est
perturbé, on a des insomnies ou des réveils intempestifs, mais il peut y avoir aussi une hypersomnie en cas de stress important, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de ruminer sur telle ou telle situation. Ça peut être aussi, on compense par la nourriture, l'alcool, les médicaments, la drogue et ce genre donc de comportement. Et puis, soit on reste positif, ok, j'ai ce problème par exemple au travail, mais je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis, etc. Ou au contraire, on va s'auto-accuser. Ah, mais c'est parce que je ne suis pas capable, mais vraiment je suis trop nul de ne pas pouvoir répondre aux demandes de mon supérieur ou autre. Et se considérer à l'origine des problèmes, s'en prendre à soi, là aussi va complexifier la chose. Et puis il y a le soutien social qui est aussi très important, et cette adaptation, ce coping qui est centré sur le soutien social, eh bien ça va être déjà un soutien informationnel. Ok, je ne comprends pas tout, là il y a des choses qui m'échappent, on en parle, on recherche des informations auprès de son entourage. Quelquefois d'avoir ces informations permet de faire émerger donc des idées pour y faire face. Et puis le soutien émotionnel, donc recherche de réconfort auprès de ses proches. Donc le stress, il va pouvoir avoir plusieurs déclencheurs, des événements externes, des événements internes, des événements donc psychologiques, et il va pouvoir donc engendrer des sorties, des comportements différents, des cognitions, donc des pensées aussi qui vont tourner autour de ce stress, et puis des effets sur notre organisme, sur nos fonctions physiologiques. Alors, si on en vient à stress et santé, je vous ai dit une différence inter-individuelle importante. C'est un peu comme si on n'était pas tous égaux face au stress. Alors, est-ce qu'il peut exister une vulnérabilité? Et est-ce qu'il peut exister une vulnérabilité innée? Ce que ça veut dire innée, ce serait qu'il serait hérité par la génétique, ou une vulnérabilité acquise. Bien sûr, de s'intéresser à la vulnérabilité au stress va être important, parce qu'on sait que le stress, eh bien, ça va pouvoir donner lieu à de l'anxiété quand ce stress n'est plus surmonté. Ensuite, aller aussi vers des pathologies telles que la dépression. Et le stress peut être un facteur permissif pour le développement de cette maladie. Et puis aussi, on sait que quand on souffre de cette pathologie telle que la dépression, eh bien, on a moins de résistance au stress. Donc ça va être un peu un cercle vicieux. Alors, un exemple ici d'expérience, c'est donc des recherches qui ont été faites sur 340 jeunes adultes chez qui on est venu faire passer une IRM fonctionnelle. L'IRM fonctionnelle, donc c'est de l'imagerie par résonance magnétique. Donc on vient faire des coupes du cerveau, et fonctionnelle, ça veut dire qu'elle va permettre de voir l'activité cérébrale dans un état donné lorsqu'une tâche est réalisée par le sujet. Et là, les chercheurs au début sont venus juste observer la réactivité de l'amygdale. Vous vous souvenez, cette petite structure là profonde dans le cerveau qui est le centre des émotions. Donc c'est ce que l'on voit ici coloré en rouge, et ils mettaient juste les différents sujets volontaires dans une IRM, et ils leur projetaient des images qui étaient des images soit de visages qui exprimaient la colère, la peur, des émotions en tout cas négatives. Ensuite, ils ont suivi ces sujets pendant 4 ans, et ils sont venus leur faire passer tous les 3 mois donc un questionnaire standardisé qui s'appelle le MASQ, qui mesure en fait l'humeur et les symptômes d'anxiété.
parallèlement, tous les 3 mois, il leur faisait remplir un petit questionnaire sur les événements de la vie. Qu'est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils avaient rencontré un amoureux, une amoureuse, est-ce qu'ils étaient séparés, est-ce que leurs parents donc avaient vécu quelque chose de compliqué, ils avaient raté leurs examens. Enfin, tous ces événements de la vie un petit peu forts que tout un chacun rencontre. Alors, vous voyez ici, c'est marqué tous les 3 mois pendant 1 à 4 ans, parce que ils en avaient 340 au début, et certains ne sont pas restés fidèles pendant les 4 années. Mais toujours est-il que l'interprétation, lorsqu'ils ont analysé les résultats, eh bien, ils ont pu voir que ceux qui avaient une réactivité de l'amygdale face à une image de stress, enfin image de peur ou de colère, lorsque leur amygdale s'activait fortement, eh bien, c'était les individus qui allaient avoir des résultats les plus forts à ce test d'humeur et d'anxiété. C'est-à-dire que, comme si, alors que c'était au préalable, la mesure de l'activité, de l'activation de leur amygdale, eh bien, comme si la façon dont avait de réagir leur amygdale avant tout événement de la vie, c'était le temps zéro, je dirais, eh bien, ça prédisait l'impact que pouvaient avoir sur eux, différents événements négatifs. Donc un peu comme si c'était un biomarqueur de vulnérabilité psychologique au stress. Alors on peut se dire, est-ce que du coup il y a une importance de notre profil génétique dans cela ? Alors d'autres expériences ont été réalisées cette fois sur justement les séquences de gènes, et d'un gène en particulier qui est le gène qui code pour le transporteur de la sérotonine. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la sérotonine ? La sérotonine, ça va être un neurotransmetteur comme l'adrénaline ou la noradrénaline, c'est-à-dire une molécule qui est capable de venir activer d'autres neurones. Et ce transporteur vient en fait réguler le taux de sérotonine au niveau de la synapse. C'est-à-dire que ici vous avez un neurone à sérotonine, il libère au niveau de la synapse donc la molécule, et cette sérotonine va venir activer un récepteur qui active les neurones voisins. Mais pour que ça revienne à son niveau de base, on a ici un transporteur qui vient recapturer cette sérotonine. Pourquoi je vous parle de la sérotonine ? Parce que c'est quelquefois ce qu'on appelle, de façon un peu globale, l'hormone de l'humeur. C'est-à-dire que on sait que ce neurotransmetteur est dérégulé, par exemple, dans la dépression. Ce n'est pas le seul, mais c'est un qui intervient largement, et un grand nombre d'antidépresseurs, en tout cas les plus anciens, agissent justement sur cette signalisation via la sérotonine en essayant d'augmenter les niveaux de sérotonine dans les synapses. Alors, ce gène-là qui code pour ce transporteur, il existe sous 2 formes. Une forme longue et une forme courte. Donc la forme longue qu'on appellera L et la forme courte S. Qu'est-ce que ça fait ? C'est que ce variant, donc ce gène, quand il est sous sa forme courte, eh bien il produit moins de transporteurs à la sérotonine que quand il est sous sa forme longue. Les 2 gènes existent dans la population générale. Certains sont porteurs de la forme longue, d'autres sont porteurs de la forme courte. Alors est-ce que ça a une importance, un impact, cette différence génétique ? Eh bien, ils sont venus donc différencier les individus porteurs de la forme courte, SS, les individus porteurs de la forme longue et les individus qui portaient un allèle court et un allèle long, qui étaient intermédiaires. Et là aussi, ils sont venus mesurer les événements stressants majeurs que les sujets avaient rencontrés entre 21 et 26 ans. C'est-à-dire que cette étude s'effectuait chez des jeunes
qui avaient entre 21 et 26 ans. On leur demandait donc pendant les 5 ans combien d'événements majeurs stressants ils avaient pu rencontrer, et on est venu corréler ça avec les épisodes dépressifs qu'ils avaient pu donc faire au cours de ces 5 années. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, on voit ici que, en pointillé, les personnes qui portent le gène, la forme longue du gène, sont relativement peu impactées par les événements de la vie stressants qu'ils rencontrent. Par contre, quand on est en présence de personnes qui portent la forme courte du gène, eh bien vous voyez que plus ils rencontrent d'événements stressants et plus ils ont d'épisodes de dépression. Donc une sensibilité plus forte à la capacité de réagir au stress, capacité de gérer ces événements stressants. Eh bien rien que par la génétique, on voit que ça engendre une différence. Donc cette forme courte du gène, elle va être associée à une réactivité au stress et à une plus grande vulnérabilité affective après des événements de la vie stressants. Alors ça, donc on est juste dans la génétique. On sait aussi que ce que l'on va vivre au cours de notre vie va pouvoir être impactant, et en particulier tout ce qui est rencontré pendant la petite enfance peut avoir des impacts à l'âge adulte. Le même type d'expérience a été réalisé donc sur la même cohorte d'individus, mais cette fois ils sont venus les interroger et interroger leur famille sur les événements rencontrés pendant la petite enfance et l'enfance, c'est-à-dire entre 3 et 11 ans. Ils ont pu faire 3 groupes. Des enfants qui n'avaient pas donc été confrontés à de la maltraitance, ceux qui avaient clairement subi des maltraitances, et un groupe intermédiaire où il était plus difficile de trancher, mais où il y avait probablement des événements quand même un peu perturbants qui avaient été vécus pendant la petite enfance. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, l'impact de ces événements vécus au cours de l'enfance chez les personnes qui portent la forme longue du gène, eh bien ça ne va pas engendrer plus de dépression à l'âge adulte. Par contre, ceux qui sont donc porteurs de la forme courte du gène, eh bien selon qu'ils ont rencontré donc des choses difficiles pendant l'enfance, eh bien ça va augmenter fortement donc le nombre d'épisodes dépressifs qu'ils vont donc développer. Donc il y a une interaction entre la génétique d'une part et l'expérience et les événements rencontrés. C'est pas une fatalité, ça va pouvoir donc engendrer une susceptibilité, vous voyez, une plus grande risque de venir pouvoir être impacté fortement, mais ça peut aussi engendrer une résilience, c'est-à-dire une capacité plus forte à affronter donc des événements stressants. Alors, justement, ce que l'on peut vivre dans la petite enfance et même lors de la grossesse, donc en période prénatale, eh bien, on sait que ça va avoir des répercussions sur l'enfant d'abord, mais aussi sur l'enfant devenu grand. Il y a beaucoup de recherches qui sont réalisées justement sur ce que peut vivre la femme enceinte, que ce soit dans son environnement, donc l'endroit où elle vit, les toxines avec lesquelles elle peut être en contact, les médicaments, les pathologies, la façon dont elle s'alimente, l'état de son microbiote, etc., eh bien, va pouvoir avoir des répercussions sur le bébé à naître et également ensuite sur l'enfant. Vous avez ici le compte d'articles scientifiques publiés. Donc ils sont tous référencés dans une base de données qui s'appelle PubMed,
et où je suis venue là quantifier les articles qui s'intéressent au stress et la susceptibilité au stress. Donc vous voyez que depuis les années 2000, ça monte en flèche, hein. Il y a de plus en plus de connaissances qui montrent l'importance de ce sujet, et également sur trauma et stress pendant l'enfance, réactivité au stress là aussi. Alors comment on fait? Il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter, vous avez vu, il y a la génétique, il y a ce qu'on vit pendant l'enfance, la petite enfance, etc. Donc pour un petit peu essayer de dépatouiller tout ça d'un point de vue mécanisme biologique, eh bien il est important, je dirais indispensable, de venir expérimenter chez l'animal pour poser un certain nombre d'hypothèses, pour pouvoir expérimenter et surtout maîtriser tous ces paramètres-là. C'est-à-dire que les petits animaux de laboratoire, ils vont tous avoir le même fond génétique, ils vont grandir dans les mêmes conditions, être nourris de la même façon, vivre dans le même environnement, et donc ça va permettre une standardisation et ça va permettre de nous affranchir d'un certain nombre de facteurs parasites qui sont propres à l'homme, les facteurs psychosociaux, professionnels, etc. Et bien sûr, les expériences, les investigations peuvent être beaucoup plus poussées. Alors, l'expérience que je vous présente ici, justement, s'intéresse au stress prénatal et à l'influence que pourrait avoir le stress prénatal chez l'animal une fois devenu adulte. Alors, qu'est-ce qui est fait ici? Eh bien, c'est des femelles gestantes. Alors, la gestation d'un rat ou d'une souris, c'est environ 21 jours. Et du 11e jour de gestation jusqu'avant la naissance, eh bien, on va faire subir un stress de contention à l'animal. C'est-à-dire qu'on l'oblige à rester dans un espace très restreint pendant 3/4 d'heure, 3 fois par jour, et puis aussi on vient illuminer la pièce de façon un petit peu forte à des moments de la journée. Une fois que la rate met bas, eh bien, elle est tranquille, elle allaite ses petits, elle s'en occupe. Au bout de 3 semaines, les petits sont sevrés, c'est-à-dire qu'on va les séparer de la maman, ils vont grandir. Et on va venir s'intéresser à ces animaux, donc nés de mamans qui ont subi ce stress pendant la grossesse. Et on vient regarder la réactivité de leur axe corticotrope, l'axe du stress que je vous décrivais tout à l'heure. Pour ça, on les met face à un petit stress pendant 1 heure, tout à fait banal, de faible intensité, et on regarde ce que ça donne au niveau hormonal, donc au niveau de l'hypophyse, cet intermédiaire entre l'hypothalamus et la cortico-surrénale, donc les niveaux d'ACTH et les niveaux de cortisol. Qu'est-ce que l'on observe? La réactivité chez les rats qui n'ont pas vécu en prénatal de stress existe, mais elle est bien plus faible que la réactivité de l'axe du stress chez les animaux qui, en prénatal, ont vécu, dont la maman a été stressée pendant la gestation. Donc une réactivité au stress plus importante. Est-ce que tout cela va avoir un impact sur l'apprentissage, donc sur une des fonctions cognitives? Pour ça, on leur fait passer à ces animaux, donc cette même cohorte d'animaux, un test qui s'appelle le test de la piscine de Maurice. La piscine de Maurice que certains connaissent bien, et qui va être simplement de mettre le rat dans une piscine ronde dans laquelle est cachée une petite plateforme immergée. Il ne la voit pas, le rat. Donc, le premier jour, il va nager un peu au hasard, puis il va se mettre à trouver la plateforme, il se pose dessus, et voilà, il se repose. Puis on lui fait faire un 2e jour, un 3e jour, un 4e jour. La plateforme ne bouge pas d'endroit, et on se rend compte qu'au bout de 10 jours, le petit rat, il a bien appris où elle était, et puis hop, il va direct se poser
sur cette plateforme. Et c'est de cette façon qu'on vient mesurer les capacités d'apprentissage, de mémorisation de l'animal. D'ailleurs, c'est avec ce type d'expérience qu'on a pu révéler que l'hippocampe était très important dans cet apprentissage, puisque vous voyez ici, c'est la même manip réalisée chez des rats, donc dont l'hippocampe a été lésé. Eh bien, on se rend compte que ça soit au premier jour ou au 10e jour, l'apprentissage n'est plus possible. Ils ont toujours ce déplacement aléatoire avant de pouvoir retrouver cette plateforme. Alors, qu'est-ce que ça donne sur nos deux groupes d'animaux, là, le groupe de rats qui n'a rien vécu de particulier et le groupe de rats dont la maman a été stressée pendant la gestation? Eh bien, voilà ce que ça donne. La vitesse d'apprentissage, ici, donc, on mesure le nombre de secondes avant que le rat retrouve la plateforme. Donc, au début, c'est un petit peu lent, hein, il ne sait pas où elle est, donc il y va un peu au hasard. Puis, au fur et à mesure des jours, eh bien, c'est très court, puisque le rat va directement à la plateforme. Et ici, en rouge, eh bien, c'est les rats qui ont été, donc, stressés, dont la maman a été stressée pendant la grossesse. Eh bien, on voit que leur vitesse d'apprentissage est diminuée. Donc, un impact de cet axe du stress hyper réactif dont je vous parlais tout à l'heure, là, chez ces animaux, donc le stress engendre, aussi minime soit-il, engendre une réaction physiologique très importante et en plus affecte donc les fonctions d'apprentissage. Alors ok, on a vu que ce stress-là, précoce, pouvait venir perturber l'axe corticotrope. Tout à l'heure, je vous ai dit trop de cortisol et un stress chronique va venir aussi affecter le système immunitaire. Au début, c'est logique que ce cortisol agisse sur ce système immunitaire. Je vous ai dit, hop, on met les ressources énergétiques là où il y en a besoin. Le stress, quand il faut réagir face à un danger, par exemple, ou autre, on mobilise le maximum de ressources. Donc les fonctions qui ne sont pas indispensables à l'instant T, elles sont laissées de côté. Eh bien, dans ce stress-là, et lorsqu'il dure, eh bien, ce cortisol dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui est produit par les glandes surrénales, va venir aussi activer les macrophages, qui sont des cellules immunitaires, qui vont libérer des molécules de l'inflammation. Les cytokines, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces molécules, mais c'est des molécules de l'inflammation qui ensuite donc vont pouvoir atteindre le cerveau. Alors qu'est-ce que ça va donner comme effet? Eh bien, ce stress chronique va agir sur ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et donc, cette barrière hémato-encéphalique, elle est majeure parce que c'est ce qui permet au cerveau de rester protégé. Vous savez que quand vous êtes atteint d'une infection virale, que vous attrapez la grippe, ou que vous attrapez souvent, dans la majeure partie du temps, le cerveau est protégé. Un certain nombre de médicaments aussi peuvent pas passer, de molécules peuvent pas passer jusqu'au cerveau. C'est une barrière protectrice indispensable pour protéger cet organe si précieux. Et donc cette barrière hémato-encéphalique, elle permet un passage, certes de la périphérie vers le cerveau, mais qui est contrôlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui passe et c'est à chaque fois un transport qui est contrôlé, sélectif en fait. Eh bien, voilà ce qui se passe lorsque on fait subir un stress chronique à des animaux. Le stress chronique, c'est être mis en contact avec une grosse souris agressive régulièrement. La souris, elle n'attaque pas. Il voit juste, donc vous voyez ici, il est face à une souris agressive qui est contenue dans une cage. Et ça va être un stress pour l'animal qui se rend compte que la souris a un comportement plutôt agressif et qu'elle est plus grosse et plus forte que lui.
Quand on le met face à un congénère classique, eh bien, il n'y a pas de phénomène de stress qui se produit. Là, ici, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire que ce que vous voyez en rouge, c'est cette barrière, c'est ces cellules endothéliales qui sont très serrées, qui forment vraiment une barrière contre le passage de tout et n'importe quoi. Et ce que vous voyez ici, c'est la barrière hémato-encéphalique chez ces rats qui ont été stressés, souris en l'occurrence ici. Eh bien, vous voyez qu'il y a des trous dans cette barrière. Elle est relâchée. Il va y avoir donc des molécules qui vont pouvoir passer, et en particulier ici en vert, c'est la cytokine IL-1-6, une interleukine, peu importe, mais qui a justement du coup cette capacité de passer la barrière hémato-encéphalique et de venir donc déclencher des réactions inflammatoires au sein du cerveau. Alors, vous allez me dire, ça c'est chez le rat, quid de l'homme? On a du mal à faire ce genre d'analyse chez l'humain, puisqu'on n'a pas accès facilement. Mais la perméabilité de cette barrière hémato-encéphalique, elle est liée à la diminution d'une protéine qui s'appelle la claudine. Peu importe son nom. Mais quand on vient rechercher dans le cerveau humain, en post-mortem, c'est-à-dire qu'on vient mesurer la quantité de claudine chez les sujets, eh bien on se rend compte que ces niveaux de claudine sont diminués chez les personnes déprimées. C'est-à-dire qu'ici on est avec un faible échantillon, mais ça va dans le sens que cette barrière hémato-encéphalique, là, dont la claudine est un peu la glu, la colle, eh bien, elle est relâchée également chez l'humain, donc en cas ici de pathologie telle que la dépression. Ce qu'on sait en fait, c'est que cette inflammation, elle est vraiment impliquée dans les pathologies qui sont liées au stress. En fait, ce que vous voyez ici sur ce schéma, c'est au fur et à mesure donc des stress. Donc vous voyez ici c'est le premier événement stressant, ici le deuxième, ici les stress chroniques. Vous allez avoir un seuil de déclenchement du système immunitaire. Au début, ce seuil va être long, c'est-à-dire va être haut. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de choses, il ne se déclenche pas pour tout et n'importe quoi. Il ne se déclenche pas n'importe quand. Quand il se déclenche, ok, il fait son job, je dirais, et tout va bien. Mais il va y avoir une certaine, un seuil qui va diminuer au fur et à mesure des événements stressants pour diminuer encore plus, et ça veut dire qu'il va se déclencher de plus en plus rapidement. Et on voit que quand il se déclenche dans les premiers avec un seuil haut, donc pas dès les premières alarmes, il ne va pas y avoir de symptômes associés. Il faut savoir que l'inflammation, au départ, c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Ça nous défend contre tout un tas de choses et c'est une réaction de l'organisme nécessaire pour justement éliminer les agresseurs, que ce soit des toxines, des bactéries ou autres. Seulement là, eh bien, il va y avoir une sensibilisation qui va faire que ces voies de l'inflammation vont être là aussi stimulées de façon chronique et donc engendrer bien les problèmes dont je vous parlais tout à l'heure avec cette barrière hémato-encéphalique qui est lâche, ces molécules de l'inflammation qui atteignent le cerveau et ces problèmes associés. Alors, on a parlé du système immunitaire, de l'axe corticotrope. Si on vient regarder au niveau cérébral, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il se passe des choses au niveau des différentes structures cérébrales? Eh bien, ce qui a pu être montré, c'est que quand on a une hyperactivation de l'axe du stress, eh bien, ça se voit dans notre cerveau. C'est-à-dire que des structures telles que l'hypothalamus, l'amygdale, l'hippocampe, ça y est, maintenant vous les connaissez, vous les avez repérées, ces trois structures, eh bien elles vont bouger de volume. Quand on est avec un stress aigu, c'est-à-dire sur un organisme qui réagit de façon naturelle
physiologique au stress, ou quand on est sur un stress chronique c'est-à-dire vraiment sur des situations stressantes, soit répétées, soit soutenues, soit d'intensité forte aussi, eh bien l'hypothalamus va être en hyper fonctionnement, il va augmenter de taille. L'hippocampe, dont je vous disais la mémorisation, etc., il va avoir un fonctionnement plus bas, voire une taille réduite. Et l'amygdale, qui est cette structure de réactivité un peu primaire aux émotions, eh bien, elle va être plus réactive et également plus développée. Donc, on a, rien qu'au niveau macroscopique, des effets sur la structure de ce cerveau. Si on vient regarder au niveau cellulaire, au niveau des neurones, au niveau microscopique, là, vous avez ici l'architecture d'un neurone. Alors, un neurone, il y a donc un corps cellulaire qui contient le noyau, puis il y a de nombreux embranchements comme ça qui sont soit les dendrites, soit les axones, les terminaisons axonales. Et plus ce neurone a de ramifications, plus il est connecté, plus il est efficace. Ici, on est chez les contrôles. Au niveau du cortex préfrontal, c'est cette zone-là qui est juste derrière notre front qui va être donc en lien avec tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est analyse, tout ce qui est planification, décision, et au niveau de l'hippocampe. Eh bien, quand on est en stress chronique, on se rend compte que les connexions synaptiques au niveau de cet hippocampe et au niveau de ce cortex préfrontal sont diminuées. Si on regarde maintenant au niveau de l'amygdale et au niveau d'une autre partie du cortex, on va l'oublier là pour l'instant, eh bien on se rend compte que, au contraire, il va y avoir un développement des ramifications synaptiques et donc une plus grande réactivité qui est associée vraiment à une modification des cellules et des synapses. Alors, vous avez peut-être entendu parler de cette chose fabuleuse qui est que notre cerveau n'est pas statique et notre cerveau n'est pas non plus au fur et à mesure de la vie en train de seulement perdre des neurones. On en perd, mais il y a aussi maintenant depuis plus d'une dizaine d'années connaissance que dans certaines zones du cerveau, il y a une neurogénèse, c'est-à-dire qu'il va pouvoir y avoir la création de nouveaux neurones. Et c'est quelque chose de majeur. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà ces nouveaux neurones vont pouvoir venir s'intégrer au niveau de certaines structures cérébrales, donc quelque part améliorer le fonctionnement du cerveau. Et puis aussi parce qu'on a la main sur cette neurogénèse. Selon nos activités, selon nos expériences, eh bien, on peut booster cette neurogénèse. Là, vous m'écoutez déjà depuis 1 heure, ben vous êtes en train de faire des nouveaux neurones, parce que tout ce qui est... Eh oui. Tout ce qui est activité intellectuelle, concentration, raisonnement, etc., ça va booster la neurogénèse. Pas que, faire du sport, avoir une alimentation saine, c'est un autre sujet. Cette neurogénèse, donc voilà, il va y avoir des cellules qu'on appelle des cellules souches neurales qui vont proliférer, et puis elles vont avoir tout un boulot à faire, c'est-à-dire qu'ensuite il va falloir qu'elles se transforment en neurones. Ce neurone-là, c'est une cellule très spécialisée, il va falloir donc que l'axone se développe, les dendrites, l'arbre dendritique, qui deviennent matures, puis après il faut qu'il aille se mettre avec ses petits copains, parce qu'un neurone tout seul, il sert à rien. Eh bien, alors juste un petit aparté, parce que je sais que certains en ont déjà entendu parler, que j'ai pu leur dire que la neurogénèse donc existait dans 2 toutes petites zones que sont l'hippocampe et la zone sous-ventriculaire. Et bien maintenant émergent de nouvelles connaissances qui montrent qu'il existe d'autres zones de neurogénèse qui sont donc au niveau du cortex, par exemple. Alors ça serait en fait plus une migration de ces nouveaux neurones
de ces zones de l'hippocampe vers ces structures un peu plus lointaines. Mais là aussi, ça ouvre tout un pan de recherche et d'espoir, parce que vous connaissez les maladies neurodégénératives. Si on arrive, on n'y est pas, mais on avance pour justement essayer d'augmenter ça au maximum et de pouvoir espérer bien que de les faire migrer, ces nouveaux neurones, dans les zones qui ont justement dégénéré. Alors qu'est-ce que ça donne sur le stress? Ici, ces nouveaux neurones, à chaque fois, donc c'est une coupe d'hippocampe, et les nouveaux neurones sont matérialisés par ces petites flèches noires. Donc ça, ici, on est chez le contrôle. Qu'est-ce qu'on voit chez le rat, donc lorsqu'il a été soumis à un stress chronique? Eh bien, on voit que le nombre de nouveaux neurones a largement diminué. Donc ce stress diminue la neurogénèse. Autre facteur important, c'est, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais là aussi, quand on est stressé, vous le savez, vous l'avez très certainement déjà ressenti, on n'est pas bien à tous les niveaux. Et ça peut générer aussi un peu des problèmes intestinaux, des troubles donc gastro-intestinaux tels que des colites ou le syndrome du côlon irritable. Et très souvent, le stress et les pathologies liées au stress sont associées à des troubles gastro-intestinaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut venir regarder quand on s'intéresse du coup à cette autre fonction qui est perturbée par le stress? Bien, c'est certes venir observer l'appareil digestif, mais aussi quelque chose qui peuple cet appareil digestif et dont vous avez entendu déjà parler, qui est le microbiote. Le microbiote, c'est 100 000 milliards de bactéries qui peuplent nos intestins et qui vont être très diverses. Il va y avoir de 500 à 1000 espèces microbiennes différentes par individu, et toute une littérature existe sur le fait que ce microbiote est indispensable à tout un nombre important de fonctions pour la bonne santé de notre organisme. Et on parle d'ailleurs d'écosystème. On est en symbiose avec notre microbiote, et vous allez pouvoir quelquefois lire dans les médias ou autres l'homme microbien, parce que pour la petite histoire, on est autant constitué de cellules humaines que de bactéries. Donc c'est un vrai acteur à part entière. Alors, ce microbiote, une façon de savoir si il a une importance et quel rôle il joue, c'est de générer des petits animaux de laboratoire sans microbiote. On les appelle les souris ou les rats axéniques. C'est-à-dire qu'on les fait naître de telle façon qu'elles vont être dépourvues de tout micro-organisme, et après elles vont être élevées, elles vont grandir et être élevées dans des cages stériles pour qu'elles restent sans germes, qu'elles ne soient pas en contact donc avec ces bactéries. Et on vient regarder si quel est le phénotype de ces souris, c'est-à-dire quelles sont leurs caractéristiques. Et on vient comparer ça aux animaux contrôle. Qu'est-ce qu'on observe? C'est que lorsque l'on est avec des souris sans microbiote, elles sont beaucoup plus réactives au stress. Elles vont avoir un comportement beaucoup plus stressé que leurs congénères. Alors vous allez me dire, ok, mais bon, là on est quand même sur un système très artificiel, entre guillemets. Tout le monde est porteur de microbiote, pas que dans les intestins d'ailleurs, c'est dans toutes les parties de notre organisme qui sont en contact avec l'extérieur. Alors, cette fois, ça a été une autre expérience qui a été réalisée où 2 souches génétiques différentes de souris ont été introduites dans donc les expériences. C'est les balbecées
et c'est les NIH suisses. Qu'est-ce qu'elles ont comme différence, ces souris? Il y en a qui sont sympas et il y en a qui sont moins sympas. C'est-à-dire que les balbecées, vous allez vous en occuper, vous allez changer leur litière, leur donner à manger. Elles sont adorables, elles vont venir vous renifler, elles vont venir, vous allez pouvoir les caresser. Les Suisses, voilà, faut faire attention parce qu'elles peuvent vous donner un petit coup de croc, puis elles sont beaucoup plus excitées. Enfin, c'est plus compliqué de venir les manipuler. Donc, ce que j'ai appelé ici les souris zen et les souris plutôt anxieuses. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le microbiote de ces souris balbecées et on l'a voulu l'inoculer à des souris suisses. Et on a fait le contraire. On a pris le microbiote des souris suisses qu'on est venu inoculer aux souris balbecées. Et on vient mesurer leur comportement. Qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que la souris qui était zen, elle adopte un comportement plus anxieux, et que la souris qui était de nature anxieuse, eh bien, adopte un comportement plus zen. Donc, là, cette fois, on est avec un microbiote d'une composition donnée que l'on vient transmettre. C'est la seule chose que l'on fait à ces souris, c'est transmettre un microbiote différent, inoculer un microbiote différent, et voilà ce qu'on observe. Alors, quand on vient se rapprocher de l'humain, des expériences ont été faites en venant recueillir le microbiote de patients dépressifs qu'on est venu inoculer à des rats axéniques. Donc, je vous rappelle, des rats sans microbiote, et on vient donc leur inoculer soit un microbiote d'individus sains, soit un microbiote d'individus qui souffrent de dépression. Alors, pour venir les rendre axéniques, dans cette expérience, on leur fait subir un traitement antibiotique de 4 semaines. On les laisse récupérer pendant 3 jours, puis transplantation fécale, donc transfert de microbiote. On laisse le microbiote, donc les bactéries recoloniser les intestins de leur hôte, et on vient ensuite faire un certain nombre d'expériences de comportement. Alors, j'en ai sélectionné que quelques-unes. Il y a un grand nombre, vous voyez, à plus de 6 tests qui ont été réalisés. Le test que vous avez ici sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le test de préférence au sucrose. De quoi il s'agit? Vous mettez la souris et vous lui proposez dans sa cage 2 biberons. Un biberon d'eau et un biberon d'eau avec 1% de sucre dedans. Elle a le choix. Et on mesure tout simplement qu'est-ce qu'elle a bu au cours d'une journée. Quelle est la quantité d'eau sucrée qu'elle a pu absorber au cours de la journée. Qu'est-ce que fait une souris classique? Elle va s'hydrater, mais elle va bien aimer le sucre quand même. Pourquoi elle va bien aimer le sucre? Parce qu'en fait, ça vient activer un circuit qui est le circuit de la récompense et qui engendre cette sensation de plaisir. Comme chez nous, ça va venir activer le circuit qui fait plaisir. Donc elle va avoir une certaine consommation d'eau sucrée, c'est ici la barre rouge, et les souris qui ont reçu le microbiote de patients dépressifs, eh bien, elles vont avoir une consommation moins importante d'eau sucrée, ce qui est un signe dans les tâches comportementales comme ça qui ont été designées, ce qui est un signe d'anédonie. Qu'est-ce que c'est l'anédonie? C'est l'incapacité à ressentir du plaisir. Et c'est un des symptômes que l'on retrouve très régulièrement dans la dépression. Autre test comportemental, le test de la plateforme surélevée ou le test de l'open field. Malheureusement, je ne vous ai pas mis les petites images, mais pour faire très simple, plateforme surélevée, vous mettez la souris sur une petite plateforme au milieu d'une paillasse et vous mesurez combien de temps elle va mettre à descendre de cette plateforme.
Au début, elle va être un peu craintive, hein, parce que je me retrouve là sur cette petite estrade, j'explore. Puis quand j'ai vu que de toute façon, il n'y avait rien qui craignait autour, je descends. Eh bien, c'est ici ce que l'on observe, donc avec, là c'est le temps mis par la souris pour descendre de cette plateforme, eh bien, est supérieur chez les animaux qui ont reçu un microbiote de patients dépressifs. Pareil sur l'open field, ça va être donc un autre test qui mesure l'anxiété. Eh bien, on observe une plus grande anxiété chez les souris qui ont reçu ce microbiote de patients dépressifs. Donc là aussi, je voudrais bien que vous notiez que on est juste avec la manipulation du microbiote. Donc sinon, par ailleurs, ils n'ont rien vécu comme autre changement, je dirais, dans leur vie. Alors, ok, est-ce que on peut aller et imaginer que bientôt nous irons vers un psychomicrobiote, c'est-à-dire des bactéries pour diminuer le stress ou les troubles de l'humeur? C'est pas si simple, parce que notre microbiote est unique, c'est-à-dire que c'est comme un code barre, c'est un peu comme nos empreintes génétiques. Il est différent complètement. Il y a des différences entre chaque individu. N'empêche qu'on y arrive, parce qu'il y a de plus en plus de recherches là-dessus, et que de plus en plus, on vient collecter des données qui sont vraiment ce qu'on appelle les big data, hein, donc beaucoup de données, mais qui permettent donc de plus en plus d'aller vers la capacité d'observer quel type de bactérie va être plutôt bénéfique, entre guillemets, ou quelle pool plutôt d'espèces de bactéries qui va être bénéfique ou au contraire délétère. Il faut retenir que plus le microbiote est dense, plus il est diversifié, et aussi avec les proportions relatives de bactéries présentes, on peut avoir donc un microbiote soit équilibré, soit déséquilibré. Donc c'est dans les tuyaux, allez, je dirais entre 5 et 10 ans, on pourra peut-être venir faire ce genre d'approche et de prise en charge via l'analyse du microbiote. Alors, ce qu'il faut... Oui, allez-y. Alors, il va y avoir, ça, on peut répondre à cette question quand on vient essayer de le modifier par des probiotiques ou des prébiotiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte justement quand on vient essayer d'augmenter la présence d'une bactérie que l'on sait être bénéfique, ou quand on veut venir implanter une nouvelle espèce bactérienne, il va y avoir une certaine résilience du microbiote qui fait que tant qu'on vient ingérer cette bactérie, elle est présente, mais après, de là à ce qu'elle vienne vraiment coloniser, c'est autre chose. Par contre, la transplantation fécale chez l'humain, donc chez les souris, dans le temps des manips qui sont réalisées, il n'y a pas de retransformation du microbiote, sachant qu'il y a un impact génétique mais assez faible pour le microbiote. Ça va plus être ce qui va venir impacter la composition du microbiote, ça va être l'environnement et ça va être l'alimentation. Vraiment, l'alimentation a un rôle très très fort. Et je vous encourage à regarder. Donc, il y a des vidéos. Nous avons en France un spécialiste reconnu de façon internationale qui est Joël Doré. Et vous pouvez trouver sur YouTube des conférences de ce chercheur. D'autres personnes aussi, bien sûr, hein, mais enfin, vous allez après de proche en proche trouver d'autres collègues. Et l'alimentation est majeure. Chez l'humain, les transplantations fécales se font en clinique que pour des cas très précis, qui sont les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et donc, là-dessus, il y a une telle dysbiose quand on est à faire ce genre de transplantation fécale, ça a des effets bénéfiques. Après, de dire est-ce que d'une façon générale, le microbiote pourra rester dans la composition telle qu'il était à l'origine, si l'alimentation est reste celle de l'individu donneur, je dirais, etc.,
très certainement. Même s'il y a une petite adaptation, on peut avoir quand même une certaine maintenance de ce microbiote. Oui. Alors, c'est toujours en médecine, c'est toujours la balance bénéfice-risque, hein. Et le microbiote agit sur tellement de choses que on sait qu'on va peut-être avoir un design de microbiote bon pour gérer ou en tout cas guérir ou diminuer la dépression, mais qu'est-ce qu'on vient modifier par ailleurs, hein. Donc les recherches tendent plus vers une modification du microbiote par des probiotiques ou des prébiotiques ou des aussi comment ça s'appelle, des mesures d'hygiène de vie, parce que là aussi il y a tout un champ de recherche qui montre que la façon dont on se nourrit, mais aussi la façon dont l'endroit où on vit, l'activité qu'on peut avoir, l'activité physique, etc. Donc on a déjà tout un pan d'actions qui peuvent être réalisées avant d'arriver à la greffe fécale, qui est pour l'instant vraiment réservée à des cas extrêmes de maladies là, telles que... Non. Donc, oui. Alors oui, ça va être une alimentation la plus naturelle possible et la plus diversifiée. C'est-à-dire que tout ce qui est aliments transformés, il faut savoir que le pain de mie, c'est un aliment transformé, hein, par exemple. Et aliments ultra transformés, donc en gros la nourriture fast-food, quoi, la junk food, ça va être terrible pour le microbiote, ça va vraiment venir l'appauvrir. La plus diversifiée possible et la plus saine avec les aliments naturels, donc fruits, légumes, viande, poisson, œufs. Et donc, alors évidemment, il y a par exemple, tout ce qui est poisson gras ou oléagineux, etc., vont avoir un impact bénéfique sur tout ce qui est fibres alimentaires et aussi sur ce microbiote. Mais il ne faut surtout pas être dans un régime strict, mais au contraire le plus diversifié. Pourquoi ? Parce que je dirais le microbiote, toutes les bactéries ne mangent pas la même chose. Or, je vous ai dit, pour que votre microbiote soit bien équilibré, il faut qu'il soit le plus diversifié possible. Et donc, plus vous mangez de choses différentes, plus vous allez augmenter le nombre d'espèces présentes dans votre microbiote. Donc, pour finir, juste un petit clin d'œil. Il y a beaucoup de recherches qui émergent depuis assez peu de temps, mais enfin sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété et la capacité de cet état du monde, je dirais, que ce soit au niveau climat, au niveau réchauffement climatique et toxique, etc. Donc qui se génère du stress. Et ici, cette étude, donc, qui est très distale, hein, est venue regarder la consommation d'antidépresseurs, hein, la prescription d'antidépresseurs, qui sont venus mettre en relation avec la densité d'arbres qui étaient dans la périphérie du domicile, donc qui sont venus tracer un rayon de 100 mètres. Et on voit que plus on a d'arbres autour de soi, donc c'était en milieu urbain, hein, et dans des milieux défavorisés, donc les quartiers populaires. C'est une étude allemande, et eh bien plus on habite, plus on a d'arbres autour de soi, et moins on consomme d'antidépresseurs. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est quand même très 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 éloigné, mais c'est évident aussi que tout ce qui est se rapprocher de la nature, être en contact avec des choses apaisantes, permettent de aussi gérer le stress, et globalement, eh bien, ça va être se déconnecter déjà, hein, aussi, parce que l'éco-anxiété,
entre autres évidemment, ben, c'est aussi beaucoup d'informations négatives qui sont, ben voilà, qui viennent plutôt plomber l'humeur que se réjouir. Donc après, c'est avoir des activités ludiques aussi, donc rire, aimer, danser, jouer, être en lien avec les autres. Ça aussi, ça montre beaucoup d'effets bénéfiques. Et ça permet donc de réduire autant que possible le stress. Donc, je vous remercie de votre attention. Puis on a 5 minutes de questions. Après, monsieur, oui. Allez. Attendez, monsieur pose une question. Alors attendez, peut-être vous êtes devant, donc je peux vous donner le micro. Je disais, une mère qui est très habituellement stressée ou angoissée, est-ce qu'elle peut le transmettre à sa progéniture par épigénétique? Alors oui, on sait que donc le fait d'être stressé ou d'être angoissé ou d'avoir des problèmes XY qui génèrent justement une anxiété, voire une dépression, va pouvoir en effet impacter le bébé, que ça soit pendant la grossesse, que ça soit en périnatal. Et on parle, donc j'avais une diapo, mais je ne vous l'ai pas montré, mais qu'il y a une origine développementale de la santé et des maladies, et c'est ce qu'on appelle la santé des, les 1000 jours, les premiers 1000 jours de vie dans lesquels il va y avoir, il faut voir ça un petit peu comme un potentiel adaptatif. Je vous ai dit, le stress, c'est une vulnérabilité, mais ça peut être aussi une résilience. Donc ce que l'on traverse peut certes nous affaiblir et venir diminuer notre potentiel adaptatif, mais peut aussi nous renforcer dans d'autres, par d'autres mécanismes, et nous aider du coup à être moins réceptifs, moins sensibles à des événements futurs. Donc oui, il peut y avoir un impact, bien sûr. Après, je dirais, l'idée n'est pas de transmettre le message, mesdames qui portez un enfant, soyez pas stressés, parce que sinon vous allez stresser votre petit. Il n'y a rien de pire pour stresser la maman. Hein. Donc c'est un message qu'il faut, faut avoir en tête, mais c'est absolument pas. Le cerveau est plastique. Notre organisme, avec lui, a aussi des grandes capacités d'adaptation et de réadaptation. Donc il n'y a rien qui est écrit. Quand vous parlez d'épigénétique, c'est ce qui se passe autour des gènes. Le débat inné-acquis, par exemple, n'a plus lieu d'être. Il n'y a rien qui est acquis, il n'y a rien qui est inné. C'est vraiment une combinaison des deux. Ça va pouvoir générer des susceptibilités, des petits facteurs de risque, mais ce n'est pas écrit pour autant. Monsieur, au bout, vous aviez une question. Alors, donc la question est, est-ce que l'on a une étude ou des études qui ont porté sur l'état de stress chez les personnes âgées lorsqu'elles quittent leur domicile pour aller en EHPAD? Alors, j'ai pas fait la bibliographie sur le sujet, je ne sais pas si elle existe, mais là aussi, je dirais qu'on peut trouver des témoignages qui vont dans les deux sens. Très souvent, au début, c'est quand même le stress, parce qu'il faut s'adapter à un nouvel environnement. Je l'ai cité tout à l'heure très rapidement, mais nouvel environnement ou imprédictibilité de ce qui va arriver est facteur de stress. Par contre, par exemple, ce qu'on sait, c'est que donc il va y avoir une adaptation qui va pouvoir être plus ou moins facile, qui va prendre plus ou moins de temps, mais l'isolement chez les personnes âgées est hyper contraire de bénéfique, c'est-à-dire délétère, merci, va être délétère. Et l'isolement, c'est quand on est chez soi et que les enfants soit habitent loin, sont pas à beaucoup de temps, les amis ne conduisent plus ou sont décédés. Enfin, il y a plein de choses qui vont faire que les personnes âgées isolées vont beaucoup plus souffrir
et émotionnellement et cognitivement que lorsqu'elles sont entourées. Et l'EHPAD, à ce niveau-là, quand il est après adaptation, etc., qu'il est adapté à la personnalité, bien sûr, de l'individu, mais peut être une sorte de régénération un petit peu de ces états émotionnels et cognitifs. Oui, attendez, il y a que derrière. Donc la question est si le stress vient des autres, est-ce que vivre seul ne peut pas aider à être moins stressé, et avec l'adage « l'enfer, c'est les autres ». J'aurais tendance à dire que de façon générale, non, le lien est important, le lien social est important. Après, il faut savoir se détacher des personnes, je dirais, qui pourraient être malsaines ou qui pourraient... et puis choisir un petit peu, quand on a la possibilité, de notre cercle proche, quoi. Mais la solitude a vraiment pas mal d'effets négatifs, oui. Ah, mais pas que, regardez, vous adorez ça, mais j'ai pas dit d'être toujours entouré. Et le tout, c'est de pouvoir, justement, à des moments donnés, être en lien avec les autres, quoi. Madame. Alors, comment savoir si on a un microbiote diversifié? C'est la dernière question, parce qu'après, il faut que je laisse la salle. Donc, vous pouvez envoyer à une start-up juste un échantillon de sel, hein, puisque ça se mesure ça s'étudie facilement à partir des sels, et demander l'analyse qui va vous coûter 200 à 300 € non remboursée par la Sécu. 400, ben voilà, les 400 €, et votre médecin, quand vous lui apporterez, ne saura rien en faire. Pas parce qu'il est idiot, pas parce qu'il n'est pas au courant des avancées de la médecine, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de référencement de ce qu'est un bon microbiote et de ce qu'est un mauvais microbiote. Mais là aussi, regardez les vidéos de Julien Doré, vous verrez que c'est pour dans pas longtemps. Joël. Fallait bien que je la fasse, hein. Merci, messieurs, dames, on est obligés de libérer l'amphi.